Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Est-ce que le retour de Trump ne permet vraiment pas un retour de la grandeur américaine ? Moi, je pense pas, parce que je sais que tout le monde vit ou essaie de vivre Trump comme un homme victorieux. Et il l'est, en un sens, dans son propre système. Mais il est victorieux dans une société, dans une économie qui part en morceaux, en fait. Qui surtout, en plus, est en train de perdre une guerre à l'échelle mondiale contre la Russie. Et donc, en fait, à la surprise générale, parce que je sais que tout le monde est dans l'ivresse de l'hyperpuissance de Trump en tant qu'individu magique, etc. Mais il va passer dans l'histoire. Tout le monde, enfin, passer ses adversaires et passer des tracteurs, il en garde beaucoup. Non, mais il le pense dangereux et puissant quand même. Mais en fait, il passera dans l'histoire comme le président de la défaite des États-Unis. Donc le job de Trump, ça va être de gérer la défaite des États-Unis face à la Russie. On ne le voit pas encore, mais c'est ça qu'on va vivre dans l'année. Alors, justement, on va revenir justement sur ces différents enjeux, mais justement, moi, je voudrais quand même avoir votre point de vue. Ça fait plusieurs semaines, je le dis, je vais tout vous dire, je dis, mais ce serait bien d'avoir quand même le commentaire d'Emmanuel Todd sur la réélection de Trump. Comment vous avez analysé sa victoire ? Je l'ai analysé un peu à l'envers des gens. Les gens parlaient de poussée de Trump dans les électorats latinos, noirs, quelque chose de genre. Mais en fait, ce qui a été manifeste, c'était plutôt l'effondrement de l'électorat démocrate. Donc ce que j'ai senti dans l'élection de Trump, ça n'est pas tellement une poussée positive de la société américaine vers un nouvel espoir qui serait Trump. Je l'ai vécu comme une perte de confiance dans le camp adverse. C'est-à-dire que je crois qu'on est, on est des sujets des États-Unis à l'échelle géopolitique. On obéit et on attend de nos maîtres qu'ils décident pour nous, et on s'excite inlassablement sur l'alternance américaine. On se dit, est-ce que ça va être bon pour nous ? Est-ce que ça va être mauvais pour nous ? Et des choses comme ça. Mais ce qu'on n'accepte pas de voir, c'est que la tendance historique de fond, c'est un déclin des États-Unis. C'est-à-dire une chute des capacités productives. L'Empire américain a définitivement décliné ? Oui, enfin, dans mon livre, la défaite de l'Occident, j'essayais de comprendre l'incapacité industrielle et militaire américaine, l'incapacité à soutenir l'Ukraine, à produire des obus, à produire assez de missiles et des choses comme ça. Puis je remontais par étapes à l'incapacité à produire des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui savent faire des choses. Et puis je remontais à la chute du niveau éducatif, au type de formation. Et puis au-delà, à l'effondrement de l'éthique protestante, qui avait été la force, pas simplement des États-Unis, mais de l'Occident. L'ascension de l'Occident, c'était l'ascension du protestantisme qui avait imposé un niveau éducatif élevé. L'Angleterre, les pays scandinaves, l'Allemagne, qui est aux 2 tiers protestante, et bien entendu les États-Unis. Et donc ça, c'est des choses non réversibles. Vous voyez, si vous allez aux causes profondes du déclin, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un type mal élevé va inverser la donne. Mais je suis peut-être bénéficiaire ou victime, je ne sais pas, de ma formation d'historien de la longue durée, élève d'Emmanuel Leroy-Ladurie. J'applique au présent ce qu'on m'a appris à faire pour le XVIIIe siècle. On va justement, c'est intéressant de vous entendre sur cette perspective de l'histoire. On va continuer de forer, mais moi je vais me faire l'avocat du diable quand même, parce que les dirigeants quand même étrangers continuent de venir aux États-Unis, notamment rencontrer le nouveau président. Là, c'était le cas de Giorgia Meloni ce week-end encore. Ah oui, oui, mais attention, il y a 2 mondes différents. Il y a ce qu'on appelle le monde occidental, qui est la sphère de domination américaine, en fait. L'OTAN plus la Corée et le Japon. Alors nous, on est dans le système. Vous mettez l'Australie aussi dedans ? Oui, toute l'anglosphère. Ça va de soi. La Nouvelle-Zélande, si vous voulez, on peut rajouter des choses comme ça. Et le Canada, bien sûr. Et nous, on est dans le système. On est dans le système de pouvoir auquel nos dirigeants, appelons les choses par leur nom, notre oligarchie, est soumise. Et donc nous, pour nous, c'est important.
où on croit que c'est important d'être bien avec les patrons. Mais à l'extérieur je dirais, de la sphère de domination américaine, la vision qui existe, c'est très très clair d'ailleurs dans le dernier bouquin écrit par le ministre des Affaires étrangères indien, tout le monde à part nous a la vision des États-Unis comme en déclin. Et tous les autres, dans les années de guerre, à partir du moment où ils ont vu que la Russie tenait le coup, ce qui pour ce que les Russes appellent maintenant la majorité globale, a été une sorte de divine surprise. En fait, c'est le monde qui était économiquement exploité par les Occidentaux, et le reste du monde, en fait, attend la victoire de la Russie comme une libération. Il ne voit pas du tout les États-Unis comme dans une phase ascendante. On va revenir justement sur la question de la Russie et de la guerre en Ukraine. Il y a quand même une question sur le déclin américain que moi je me pose. D'abord, déjà, sur cette peut-être sur cette dichotomie entre les États-Unis, enfin le système américain et ses alliés occidentaux, tel que vous le décrivez donc dans La défaite de l'Occident, votre dernier livre, et puis ce que vous appelez le reste du monde. Il y a quand même, vous dites que l'une des césures qu'il y a, c'est que, en gros, les États-Unis sont porteurs d'un discours globalement progressiste, et que en face, la Russie, notamment, fonderait son soft power sur un discours qui serait plus conservateur sur le plan sociétal. On voit quand même que Trump et son allié Elon Musk essayent de monter plutôt une espèce d'internationale des conservateurs souverainistes. Et comment vous observez, en tous les cas, quelle a été votre réaction quand vous avez eu l'irruption d'Elon Musk dans les questions européennes, et notamment ses accusations à l'encontre du Premier ministre britannique du temps où il était procureur en charge des enquêtes au Royaume-Uni à propos du scandale des réseaux pédophiles de Rottenham. On le rappelle, des milliers d'enfants et de jeunes filles enlevés et violés par des gangs pakistanais non incriminés par peur de réveiller des tensions interraciales. Oui, alors c'est une question sur laquelle j'ai réfléchi, et dans mon bouquin, je marque bien, j'insiste bien sur ces différences culturelles. Mais il y a deux dimensions, je dirais, de l'opposition ou du ressentiment du reste du monde vis-à-vis des États-Unis. Il y a certainement cette dimension des valeurs sociétales considérées comme plutôt aberrantes par le reste du monde. Mais la dimension primordiale, quand même, c'est la dimension du pouvoir et de l'exploitation économique. C'est-à-dire un pays comme le Brésil, par exemple, qui fait partie des BRICS, donc qui fait partie de l'implicite coalition anti-américaine, et dans ses mœurs et dans ses valeurs, tout à fait proche de l'Occident. Donc, et je pense que là, cette tentative je vois bien ce dont vous parliez, cette espèce de nouveau national-conservatisme, et qui serait censé être en phase avec le poutinisme même, finalement. Je pense que c'est quelque chose qui va se dissoudre. Par exemple, si vous prenez l'exemple des partis d'extrême droite, dits d'extrême droite, je dirais plutôt néoconservateurs ou conservateurs populaires européens, qu'on soupçonnait à une certaine époque, ça n'est déjà plus du tout le cas pour Mélanie, en fait, qui a pris violemment parti pour le camp adverse. Enfin, violemment est exagéré. Et on disait, ces gens ont des valeurs... Nettement. Comment ? Nettement. Voilà, c'est mieux. Ont des valeurs communes avec Poutine. Mais en fait, il y a déjà une faille fondamentale. Les Russes, la doctrine fondamentale russe n'est pas le conservatisme. C'est un idéal de souveraineté. C'est un idéal de souveraineté absolue. Les Russes veulent la souveraineté de la Russie et ils ne se laisseront pas marcher sur les pieds. C'est un idéal qui, pour nous, est assez difficile... c'est difficile de sympathiser. Comme nous, on est dans les abandons de souveraineté, c'est assez difficile de sympathiser. Mais l'une des conclusions qu'a tiré Poutine, ou plutôt les dirigeants russes, de cet impératif de souveraineté, c'est que comme il y a 15% de musulmans en Russie, et comme les pays arabes ou musulmans en général sont essentiels pour leur soutien contre les États-Unis, il n'y a pas d'islamophobie en Russie. C'est-à-dire que être bien avec les musulmans,
ou avoir une attitude positive vis-à-vis de l'islam. C'est d'ailleurs pour ça que le sommet des BRICS a eu lieu à Kazan, où il y a une magnifique mosquée qui est la capitale d'un État interne musulman, la Russie. Donc c'est fondamental. Alors que... Il n'y a pas d'islamophobie en Russie, vous dites, mais enfin quand même il y a une guerre terrible contre le terrorisme islamiste, où il y a eu quand même plusieurs attentats à Moscou, et une guerre contre la Tchétchénie. Ah bah oui, mais... et avec les soutiens wahhabites en Tchétchénie. Je sais qu'on me soupçonne d'être un agent du Kremlin, ce qui n'est pas vrai, je le précise, mais je n'ai jamais dit que les Russes ou le régime russe, c'était des gens commodes. Donc ils ont mis le pas en Tchétchénie, et les régiments tchétchènes, d'ailleurs, maintenant sont le fer de lance de l'armée russe en Ukraine. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais l'un des définisseurs des points de départ des populismes conservateurs européens, c'est l'islamophobie. Donc dans cette dimension... C'est l'islamophobie ou en tous les cas une obsession de l'immigration. Un souci de l'immigration. Voilà. Je n'ai pas dit le terme islamophobe est un terme polémique. Donc, oui. Je n'ai pas dit que une hostilité à l'islam politique. Voilà. Et donc il y a une faille. Et ce qui va apparaître, c'est que en dépit du conservatisme moral affiché par Trump, et de ce que ça pourrait supposer de rapprochement avec des choses équivalentes en Europe, on va s'apercevoir que ce qui est fondamental, c'est la relation de pouvoir et d'exploitation économique. Vous dites, si je vous suis, qu'il peut y avoir finalement un malentendu avec les Russes sur le rapport avec l'islamisme et le rapport au monde arabo-musulman. C'est-à-dire que pour les Russes, l'un des phénomènes de la guerre, ça a été le rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Russie, qui se sont mis à gérer conjointement, le marché pétrolier. Ça a été le rôle de la Chine dans le rapprochement entre l'Iran, devenu de plus en plus un allié de la Russie, et l'Arabie saoudite. En fait, ce qui se dessine, je crois qu'on a du mal, nous occidentaux. Moi, je suis un occidental, je suis fondamentalement peiné de cette situation. Mais c'est qu'on a énormément de mal à regarder le monde par les yeux des gens qu'on a dominés depuis la révolution industrielle. C'est-à-dire l'idée que, quels que soient les systèmes politiques, les systèmes sociaux, le statut des femmes, le degré des libertés, parce que l'Inde est une grande démocratie, la plus grande du monde, le Brésil aussi c'est une démocratie. On a pesé, on a exploité, pesé, dominé ces mondes, et que l'appel de la liberté, l'idée d'être débarrassé de nous, peut être quelque chose de très fort. C'est paradoxal parce qu'on est dans une phase où, quand on regarde les universités, on voit des tas de gens qui se lamentent sur nos torts pendant la période de l'esclavage. On est dans une sorte de rétrospective, de se frapper sur la poitrine pour tout ce qu'on a fait de mal dans le passé. Mais la vérité, c'est que la globalisation, la deuxième après celle de vers 1900, la globalisation récente, celle qui a suivi la chute du mur de Berlin. Voilà, a été la mise en exploitation des populations actives du reste du monde, une mise en exploitation comme on n'en avait jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été à ce point. La mondialisation a été une néocolonisation. Mais c'était incroyablement puissant. C'est-à-dire qu'on a délocalisé notre classe ouvrière là-bas, ils travaillent pour nous, les Chinois nous nourrissent, les enfants bangladeshis. On ne se voit, nous ne nous voyons pas tels que nous sommes. C'est assez curieux, en fait, comme situation. Et ça, c'est un point que vous soulevez également dans votre livre, qui est assez étonnant. Mais il y a les deux dimensions. Il y a la dimension culturelle, sociétale, et la dimension économique et de pouvoir. J'ai peut-être deux dernières questions sur la question américaine. Je reprends Elon Musk. Est-ce que, quand même, Musk n'est pas, malgré ses extravagances, malgré peut-être ce que certains diront ses outrances, n'est-il pas quand même l'illustration et par ses réussites, que le génie américain a encore des ressources? Je ne sais pas comment dire. Dire que les Américains n'ont pas de ressources, ça serait idiot. La Silicon Valley, ça existe. Ils ont des ressources pétrolières et de gaz aussi, mais il faut mettre les choses en place. Regardez, si Elon Musk, vous prenez
les choses qui marchent. Elon Musk, ça marche. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas et que ce n'est pas un génie industriel. Et surtout qu'il y a eu l'intelligence de revenir à une activité qui est dans la production des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme la première révolution industrielle. SpaceX, chiffre d'affaires, 9 milliards de dollars. Starlink, chiffre d'affaires, 7 milliards de dollars. Boeing, qui est en train de partir en morceaux, c'est quelque chose de très important, c'est 65 milliards de dollars. Donc ce qui est important aux États-Unis maintenant, c'est l'effondrement de Boeing. Ce n'est pas le succès de Musk. Il y a une chose que je voudrais dire sur Musk quand même, parce que je ne comprenais pas. Sur le plan méthodologique, j'ai beaucoup de mal en ce moment. Hein. Vraiment, j'ai essayé de réfléchir avant de venir, c'est-à-dire aux tendances générales du monde. Et je me disais, mais j'ai jamais eu autant de mal à comprendre ce qui se passe. Et j'ai compris pourquoi je ne comprenais pas. C'est qu'en fait, ce qui se passe de définitif et de solide, c'est la victoire russe à l'Est. On est en train de subir une défaite. Le camp occidental est en train de subir une défaite et on est en cours de dislocation. Donc en fait, il se passe un peu n'importe quoi. L'Europe est dans un état de stagnation économique incroyable, ses systèmes politiques sont bloqués. Je n'ai pas encore eu le temps d'étudier la crise coréenne ou la crise japonaise, mais ça ne va pas mieux. Les États-Unis, je dirais, on voit ce qu'on voit. Et donc, il y a tous ces mouvements désordonnés, mais qui en fait ne sont que les manifestations désordonnées d'un processus de dislocation. Et Elon Musk, il y a un truc qu'on ne voit pas dans Elon Musk. C'est un type étonnant, il est très riche, c'est l'homme le plus riche du monde, et alors il est sans filtre. Donc il dit des choses qui nous paraissent aberrantes. Je veux dire, il intervient dans la politique allemande, donc il chie sur les Allemands en fait. Ensuite, il intervient dans la politique anglaise, il chie sur les Anglais. Je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus à nous Français, mais lui, il le dit. Mais la vérité, c'est que quand vous lisez les géopoliticiens américains, c'est ce que les Américains pensent de nous. C'est-à-dire, lui parle aux Européens comme les Américains pensent. C'est-à-dire, les Américains nous méprisent pour notre servilité. Et juste, Moss, c'est le mec qui il le dit. Alors on est choqués. Une toute dernière question sur le plan géopolitique et sur les États-Unis, puisque vous aviez évoqué la Corée, le Japon, il y a Taïwan. Vous dites, dans votre livre, ça c'est assez fort, Taïwan ne sera pas protégé. Les Américains n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que l'une des choses qu'on a constatées pendant la guerre d'Ukraine, c'est que toutes sortes de matériel considéré comme offensif a été périmé. Donc le char est périmé, puisque maintenant les missiles anti-chars sont plus efficaces. Les avions sont périmés, en un certain sens. Donc maintenant, c'est du drone pas cher et toutes ces sortes de choses. Mais l'instrument du pouvoir américain dans le Pacifique, c'était le porte-avions. Avec les missiles hypersoniques, je veux dire, une guerre entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique, elle durait 10 minutes. En fait, donc c'est fini. Et donc jamais les Américains, peut-être qu'ils arriveront à lancer Taïwan, la Corée et le Japon dans des aventures coûteuses pour eux. Un peu comme l'Ukraine a été lancée dans des aventures par les Américains. Mais se mouiller et s'engager là-bas, c'est déjà trop tard. Comme ils sont déjà presque à bout de ressources sur l'Ukraine, c'est peu vraisemblable. Une dernière question. Pourquoi dites-vous que la politique américaine est à sa façon gender fluide ? Parce que non, mais ça c'est très important parce que c'est une très bonne introduction pour comprendre ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer dans les négociations avec les Russes. Gender fluide, parce qu'elle est l'un des principes de la politique américaine extérieure, c'est la non-fiabilité. C'est-à-dire un président signe un truc, le suivant abolit le traité. C'est ce qui s'est passé entre Obama et Trump pour l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, c'est un principe. Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Ce qui explique pourquoi. Donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Trump va arriver et négocier, ou plutôt intervenir dans une négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Cette formalisation est déjà ridicule puisque c'est une guerre entre les Américains, avec leur proxy ukrainien, je dirais, et les Russes. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit,
pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc. Ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans comme la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, aucune, et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr. Il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Vous voyez ? Et ça, c'est parce que la politique extérieure américaine est, comme vous l'avez rappelé, gender fluide. C'est-à-dire que on change de sexe, on abolit les traités, on est dans le flou. Mais c'est ça la décadence, hein. On est dans le flou. Vladimir Poutine a présenté ses vœux cette année. On a écouté ceux de Trump, on va écouter ceux de Poutine et on revient justement sur la question de la Russie, parce qu'il y a quelques questions à se sur poser. La Russie. Sur la Russie. Oui. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их. Не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности. Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития. Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Alors, on a entendu, lu ce que dit Vladimir Poutine. Une question qui n'est pas abordée là, mais est-ce que la chute de Bachar al-Assad ne marque pas, à l'inverse, un recul du soft power russe ? C'est un échec indéniable pour la Russie. Dont on verra l'ampleur, puisque la discussion du statut des bases russes dans les provinces côtières de la Russie, de la Syrie, de la Syrie est encore en discussion, mais il est certain que c'est une claque, il n'y a pas de problème. Cela dit, ça se passe sur un front qui est devenu, pour les Russes, complètement secondaire. Donc c'est pas... moins existentiel, effectivement. En fait, et d'ailleurs, ils sortiraient facilement, sans faire d'histoire. Les Russes ont... Comment dire, l'attitude générale des Occidentaux en politique actuellement, c'est de faire des discours, de parler, et de ne pas agir. Et puis surtout, de se fixer des objectifs dont on n'a pas les moyens. Quand on analyse la politique russe, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils affirment des principes, et ensuite, il y a un grand souci pragmatique de ne pas faire d'effet de manche. C'est-à-dire s'il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour gagner cette guerre en n'ayant pas trop de pertes, etc., on prend dans ce temps-là. S'il faut prendre tel ou tel allié, on prend dans ce temps-là. S'il faut se retirer d'endroits conquis, on l'a vu pendant la guerre d'Ukraine, lors de la première contre-offensive ukrainienne qui avait réussi, on se retire. Et s'il faut se retirer de Syrie, qui est devenu un front secondaire, on se retire. C'est-à-dire qu'ils sont... nous, on est dans un pays dominé par la publicité ou par des mœurs publicitaires. Ce n'est pas une insulte. Ma mère était une grande publicitaire. Donc je suis né là-dedans, si on peut dire. Mais on est dans l'effet d'annonce, dans le spin, dans les effets de manche, en fait, etc. Et les Russes, c'est le contraire. C'est une culture peut-être plus archaïque, un peu comme la culture industrielle allemande. Les Allemands ne sont pas non plus dans les effets de manche. Et donc, voilà, si... on a des pertes, on les prend, on ajuste. Précisément, on parlait beaucoup de l'Allemagne et beaucoup de Russie. Parmi les rendez-vous de cette année, il y a de nouvelles élections en Allemagne, prévues a priori le 23 février prochain. Est-ce que vous pensez que la CDU, qui est favorite de cette élection, pencherait pour un rapprochement avec la Russie ? La CDU, non.
Et en fait, pour moi, l'Allemagne, c'est la clé. C'est-à-dire que la question qui est posée pour l'Occident, c'est accepte-t-il ou non sa défaite? C'est comme ça que ça se pose pour nous. Les Russes vont avancer jusqu'au Dniepr, jusqu'à Odessa, et puis ils vont s'arrêter. C'est le scénario. Ah bah oui, bien sûr, oui. Vous voyez, je ne suis pas un agent du Kremlin, là. Je donne mes instructions à Poutine. C'est pas dans leur texte. Vous voyez, c'est autre chose. Et puis ils s'arrêteront, donc il va y avoir un double choc pour l'Occident. D'abord, les Russes ont gagné, et puis ensuite, tout ce qu'on nous annonçait sur les offensives russes en Europe était absurde, puisqu'ils ne vont plus bouger. Donc on va avoir un effet de délégitimation de nos classes dirigeantes en termes de compétences ou d'honnêteté tout à fait spectaculaire. Mais je veux dire, si les Américains ou les oligarchies secondaires d'Europe n'acceptent pas cette défaite, il peut y avoir une sorte de tentation de relancer, en fait, un peu comme on peut dire. Et le pays qui est important, le seul pays qui a la capacité industrielle de poser un problème militaire aux Russes, c'est l'Allemagne. Donc si les Américains arrivent à vraiment lancer l'Allemagne dans la guerre, l'Allemagne est l'un des gros contributeurs en termes financiers au budget de l'Ukraine, d'une façon ou d'une autre, mais pas sur des armes militaires offensives. Mais si les Américains arrivent à obtenir que Scholz tombe alors qu'il a été prudent, les Allemands n'ont toujours pas livré de missiles Taurus. Et s'ils arrivent à obtenir qu'un nouveau gouvernement allemand entre de plein pied dans la guerre, alors là, on risque la catastrophe nucléaire. Parce que les Russes ont annoncé... Alors, la politique russe n'est pas gender fluide. S'ils annoncent qu'ils vont faire quelque chose dans tel ou tel type de situation, ils sont totalement fiables. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Eh bien, ils utiliseront des armes nucléaires tactiques. Parce qu'ils n'auraient pas les moyens... Autant les Russes ont les moyens de faire face à l'industrie américaine, qui est devenue très fragile. Le complexe militaro-industriel américain est devenu incapable de produire des choses en série suffisante. Ils n'ont pas produit les bons types de matériel, etc. Autant l'industrie allemande serait capable de produire ce qu'il faut. Donc là, il y a un vrai enjeu pour les Russes. Et bon, les Russes ont été très patients avec l'Allemagne. Je pense qu'ils sentent ça, ils voient ça. Mais honnêtement, si l'Allemagne s'engageait complètement... Et ça serait le cas s'il y avait une victoire de la CDU. C'est une possibilité. Et si l'Allemagne s'engage complètement, compte tenu de ce qu'ont été les rapports historiques entre l'Allemagne et la Russie dans le passé, je veux dire, je rappelle que pour l'Union soviétique, alors pas juste la Russie, mais pour toute l'Union soviétique, mais la Russie était le gros truc, la Deuxième Guerre mondiale, ça a été 25 millions de morts. Et là, je pense que si l'Allemagne s'engage là-dedans, là, les Russes seront sans pitié. Est-ce que, pour revenir à vos thèses, les sociétés patrilinéaires peuvent triompher des sociétés à famille nucléaire ? C'est la grande question. Peut-être il faut redéfinir rapidement ce qui est patrilinéaire et famille nucléaire. Alors, la famille nucléaire, c'est nous, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire, donc un père, une mère, des enfants, des enfants, ce qu'on considère comme moderne, mais qui était typique des paysans du bassin parisien, des paysans du bassin de Londres, des colons américains. Ça donnait des sociétés fluides qui ont produit les démocraties, en fait. La révolution démocratique, le cœur de l'Occident libéral, c'est l'Angleterre, les États-Unis et la France, en collaboration. C'est ces trois pays qui ont inventé la démocratie libérale. Et le fond anthropologique de la démocratie libérale, c'était la famille nucléaire. Mais la famille nucléaire où il y avait pas forcément de la religion, mais des cadres mentaux hérités des disciplines religieuses d'autrefois, qui ont complètement disparu. En face, ou à côté même, il y avait des sociétés patrilinéaires avec des structures familiales plus complexes. En Allemagne, c'était la famille souche, avec un principe de l'héritier unique, en général l'aîné des garçons, et plus à l'est encore, la famille communautaire russe, c'est-à-dire le père, ses fils, etc. Et dans la première phase de modernisation, c'est les sociétés de l'Est patrilinéaires qui ont eu du mal, parce que la révolution industrielle était un arrachement au sol. C'était très douloureux.
l'effondrement religieux là-bas a eu des effets catastrophiques, et c'est là qu'on a vu apparaître des sociétés totalitaires, le nazisme, le communisme, etc. Dans l'état actuel des choses de dissolution de toutes les autres croyances, c'est les régions de famille nucléaire qui n'ont plus rien en termes de structure, d'organisation sociale. Et c'est là qu'apparaissent les formes de décomposition les plus avancées, ce que j'appelle le nihilisme, c'est-à-dire le vertige du rien, la passion de la guerre, etc. Alors que dans les sociétés où il y a des traces patrilinéaires, et j'inclus l'Allemagne là-dedans, et la Russie, ou le Japon, il y a des restes d'un ordre familial qui les mettent à l'abri d'un désordre total. Emmanuel Tad, il nous reste, je suis désolé, moins d'une minute. Est-ce que la Chine est une puissance redoutable ? La Chine est une puissance redoutable, mais elle n'est pas la puissance qui dominera le monde. C'est exclu par, tous les démographes le savent, hein. Leur indicateur de fécondité est au maximum 1,3. Ah oui. La population a diminué. La diminution et la politique antinataliste feront reculer la Chine. Il est exclu qu'il s'effondre tout de suite, mais il est exclu qu'il domine le monde. Quels sont les contrepoids au nihilisme qui existent en France ? Il y a, comment dire, on a... je vais dire un truc idiot, c'est les sociétés quand même européennes, ça serait vrai aussi pour l'Italie et c'est vrai pour l'Allemagne, sont quand même des vieilles sociétés ancrées dans une histoire très ancienne, avec même en l'absence de paysans, on garde... Un contrepoids. C'est-à-dire, j'ai envie de dire un truc idiot. Allez-y. Ce qui pourrait nous sauver, c'est la beauté de nos paysages, de nos